Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, écrivons demain. Le podcast qui met en lumière les acteurs du nouveau monde et favorise l'éveil des consciences. Je m'appelle Katia, je suis l'hôte de ce podcast. Je vous propose de découvrir comment des humains engagés et conscients participent aujourd'hui à la construction du monde de demain, le nouveau monde. Ils aspirent à un monde plus juste et plus respectueux du vivant. Ils se préoccupent des humains, des animaux et de l'environnement dans lequel ils évoluent et favorisent leur mieux-être. Tels des colibris, ils apportent leur pierre à l'édifice. Ils sont le changement que l'on veut voir dans le monde. Un vendredi sur deux, j'interviewe et mets en lumière l'un d'entre eux pour que vous puissiez connaître son histoire et son talent, comprendre qui il est, ce qu'il fait, comment il est arrivé à faire ce qu'il fait, savoir ce qu'il apporte à ce nouveau monde. Je vous embarque avec moi le temps de cette rencontre, en toute authenticité et humilité. Aujourd'hui, je suis avec Iris de la Petite Voix d'Iris. Son fil rouge, prendre soin des autres et les accompagner sur leur chemin de vie. Après avoir exercé plusieurs années dans le milieu du social, une blessure invalidante l'oblige à changer de cap et à admettre l'évidence. Elle doit faire profiter aux autres des capacités médiumniques qui se manifestent à elle et dont elle ne peut nier l'existence. C'est ainsi que naît la Petite Voix d'Iris, cette petite voix qui murmure au creux de son oreille. Iris est spécialisée dans le transgénérationnel. Elle permet aux personnes qui la consultent de se défaire de leur traumatisme issus des générations passées. Mais pas seulement, comme vous allez le voir. Je vous invite à vous immiscer dans notre conversation. Bonne écoute! Alors bonjour Iris! Et bonjour Katia. Je te remercie d'être avec nous pour Aujourd'hui écrivons demain. Est-ce que pour commencer, tu veux bien nous raconter comment cette médiumnité s'est imposée à toi? Alors moi, la médiumnité, elle s'est imposée à moi très très jeune. C'est pas quelque chose que j'ai compris dès le départ, c'est quelque chose que j'ai vécu et qui s'est installé au fur et à mesure comme étant cette petite voix qui me caractérise par la petite voix d'Iris. Et cette petite voix, en fait, au départ, je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est mes pensées? Est-ce que j'entends? Et c'est quelque chose avec lequel j'ai vécu toute ma vie, donc je me posais pas particulièrement de questions, mais quand même, cette médiumnité est apparue dès l'enfance, à travers des événements qui étaient importants, qui me soulignaient des vérités indescriptibles, parce que tu peux pas savoir certaines choses à l'avance, tu peux pas savoir sur le moment ce qui se passe pour l'autre, ni pourquoi la situation est là. Et pourtant, j'avais cette petite voix qui venait me murmurer oui, non, c'est pas ça, ou qui me réconfortait. Et donc ça s'est installé, voilà, dans des événements assez importants où j'ai pris note vraiment de cette petite voix, plus que d'habitude, parce qu'elle venait m'amener des informations importantes. Est-ce que tu as un exemple? Ouais, je vais te donner un exemple. Je pense que j'avais 3 ou 4 ans. Il y a eu un membre de ma famille qui est parti du domicile, donc un événement très important, très traumatisant pour un enfant. J'étais avec mes frères et sœurs, et puis mes frères et sœurs m'ont réconfortée puisque j'étais la plus petite en me disant « mais t'inquiète pas, la personne reviendra ». Et moi j'ai entendu « non, elle ne reviendra pas pour le moment, ça va être long ». Et j'ai dit à mes frères et sœurs « non, je pense que ça... non, la personne ne reviendra pas maintenant ». Et je le savais, c'était vraiment en moi, ça m'avait permis d'intégrer une certaine vérité, ce que j'avais entendu, et de m'être dit « ok, va falloir se faire une raison ». Et donc de ce fait-là, c'est à partir de là que j'ai pris conscience que je pouvais entendre des choses, mais je l'ai pas vécu comme quelque chose d'extraordinaire, je l'ai vécu comme quelque chose d'assez normal. Ça a commencé comme ça, toute ma vie, j'ai été accompagnée par cette petite voix qui en tout cas me transmettait ces informations. À quel moment est-ce que tu as compris que c'était une petite voix Alors à travers cette petite voix, il y a eu aussi des passages, on va dire, pendant la nuit où en fait je voyais beaucoup de choses. Donc je me rendais bien compte que c'était quand même quelque chose d'assez spécial que je vivais, parce que je voyais, depuis l'enfance, je voyais beaucoup d'animaux. J'avais pas du tout la notion que j'ai aujourd'hui du chamanisme, mais je voyais énormément de loups qui venaient me voir et où avec qui j'étais la nuit, et où j'étais complètement inclus dans une meute complètement de loups, où ça a été quand même assez particulier et où c'était dur à vivre aussi. On a l'image du loup
ou de l'animal totem, peut-être pour certaines personnes, comme dans Walt Disney. Tu vois, les animaux sont gentils, se parlent entre eux. Mais une meute de loups entre eux, c'est dans la nature, c'est animal. Hein. Et moi, je l'ai vraiment vécu comme un animal. Donc, je voyais des choses, je ressentais des choses, je vivais des choses petites qui étaient vraiment très très fortes, qui étaient pas évidentes, et j'osais vraiment pas en parler autour de moi. Alors j'allais justement te poser la question, tu as lu dans mes pensées, comment est-ce que tu faisais justement avec ça? Est-ce que tu pouvais... J'avais malheureusement, alors moi je viens d'un cadre familial où il y avait aucune possibilité de pouvoir dialoguer de tout ça. Donc j'ai dû grandir avec et prendre sur moi pendant très très longtemps. Et j'ai eu de la chance d'être entourée, je pense, par des guides de lumière qui me disaient toujours ça va aller, t'inquiète pas, ça va aller. Ça m'a permis de tenir, donc j'ai pas eu le choix de faire autrement que de vivre avec. Donc il y a eu ces petites voix, il y a eu ces expériences-là, il y a eu des visions, j'avais des visions la nuit de scènes vraiment très très importantes, je pense, qui étaient des mémoires de vie passée, de vie antérieure, donc je me rendais compte que je vivais des choses assez exceptionnelles, mais j'avais tellement peur petite, et puis après je l'ai vécu comme une normalité, comme quelque chose qui faisait partie de moi, que je l'ai porté pendant très très longtemps, sans vouloir vraiment rentrer dedans, parce que je le fuyais aussi un petit peu, et j'avais pas de personne à côté pour on va dire, m'apprendre ou me dire ce qui se passait véritablement. Et puis vraiment, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce que je vivais à l'âge de 17 ans. Où là, j'ai vécu vraiment une expérience très forte, où pareil, la nuit, j'ai été réveillée par une âme qui m'a demandé de l'aide, en fait. Alors si tu veux, dans le domaine de la médiumnité, tu peux avoir des voix qui te parlent, qui vont passer par la forme de pensée, puis tu vas avoir des voix très claires qui vont passer comme une voix extérieure que tu ressens un peu télépathiquement, et puis tu vas avoir des voix extérieures, des voix concrètes et réelles qui peuvent te parler, et tu vas entendre vraiment une voix te parler. Ça, c'est extrêmement rare, mais ça arrive. Et j'ai une voix qui m'a demandé de l'aide. En fait, j'ai entendu un homme en plein milieu de la nuit me demander de l'aide, m'a dit « Excusez-moi, madame, aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi ». Et là, j'ai été vraiment bouleversée parce que je me suis dit « Waouh, mais qu'est-ce qui se passe ?» Ça m'a réveillée. Tu savais à ce moment-là que ce n'était pas un rêve? Ouais, je me suis pincée quand même, hein. Je me suis demandé si c'était moi ou pas, si je rêvais. Et je me suis dit, en fait, si j'étais en train de rêver, ça va pas revenir. Et je me suis rendu compte que la voix revenait, me reparlait. J'ai couru allumer la lumière et je me suis dit, il y a quelque chose. Dans la pièce, je suis descendue dans le salon de là où je vivais à l'époque, et j'ai entendu des assiettes bouger. J'ai entendu qu'en fait, il y avait vraiment quelque chose qui essayait de me demander de l'aide, qui m'appelait et qui essayait vraiment de s'en sortir de là où elle était. Donc merci Internet, parce qu'à l'époque, je me suis dit, là, faut que j'aide quelqu'un. Et à l'époque, j'étais trop paniquée, je pense, pour entendre mes guides et savoir complètement comment faire. Alors j'avais besoin de me rassurer, donc j'ai été chercher sur Internet comment faire pour aider une âme, parce que j'ai bien compris que c'était une âme. Et puis de là, en fait, allumer une bougie, prier pour la personne, et voilà, j'ai commencé comme ça. Et là, j'ai vraiment commencé à me dire, là, il y a quelque chose de très fort, et c'est de plus en plus fort. Et j'avais eu, de toute manière, toute ma vie, des passages, on va dire, dans la nuit ou dans la journée de ressentis, de voix ou d'expériences. J'avais eu toute ma vie des expériences un peu compliquées au niveau médiumnique, avec des passages vraiment soit d'animaux, soit d'âmes, soit de voix, soit de visions. Donc ça faisait partie intégrante de moi, donc ça a été comme ça toute ma vie. Donc je cherchais pas spécialement à comprendre ni à savoir ce qui se passait. À partir de ce moment-là, à mes 17 ans, quand cet homme m'a demandé de l'aide, j'ai ressenti en tout cas la peine, hein, la souffrance dans laquelle cet âme était, et je me suis dit waouh, là il faut que je fasse quelque chose. Puis bon, ça m'a fait vraiment peur à l'époque, hein. Je me suis dit là... T'as pas eu l'impression que tu étais en train de perdre la raison, que tu étais en train de devenir folle? Non, franchement, à cette époque-là, non. Pour moi, c'était tellement une partie intégrante de moi, je savais que c'était réel. Mais ce sentiment de s'assurer qu'on n'est pas fou, je l'ai vécu plus tard, et à mes 17 ans, donc j'ai commencé à chercher, et j'ai prié pour cette âme. J'ai eu beaucoup de mal après à revenir chez ce parent chez qui je vivais, parce que j'avais eu une expérience, cette expérience m'avait bouleversée. Et puis, mais là, c'était devenu en fait un peu me réveiller, quoi. Si tu veux, jusqu'ici, je le vivais de l'intérieur, par des visions, par des voix, par des voyages la nuit, par beaucoup de choses qui étaient quand même plus soft. Là, c'était quelque chose qui était plus impactant. Cette expérience est venue directement dans la pièce, s'intégrer dans quelque chose de matériel. Donc cette âme, elle a dû prendre en plus beaucoup d'énergie à essayer de manifester sa voix à l'époque pour me dire qu'elle avait besoin d'aide. Donc là, j'ai
compris l'impact que je vivais de ce que l'âme vivait. La petite voix, elle vient de loin avec beaucoup d'expérience médiumnique, et donc j'ai grandi avec, j'ai appris à cheminer avec. Et après, arrivé à l'âge de 17, entre 17 et 20 ans, là, j'ai commencé vraiment à me dire, il y a des choses qui se passent et il va falloir que j'apprenne à vivre de plus en plus avec, pour pouvoir me confronter à ces expériences avec plus de protection. J'ai commencé à travailler, donc quelques années après, et à côté de moi, je suis tombée sur une personne qui était médium, donc sans le savoir, avec qui j'ai pu parler et me confier, et qui m'a expliqué un peu plus ce que je vivais, parce qu'elle avait plus de connaissances, on va dire, pratiques que moi. Et donc elle m'a guidée, et elle m'a dit « mais t'es médium », donc elle a commencé vraiment à me dire que c'était pas que des expériences que je vivais, c'est ce que j'étais qui faisait que je les vivais. Là, j'ai de plus en plus compris que voilà, il y avait des portes qui s'ouvraient à moi, et que j'avais le choix ou pas d'y aller, mais que quelque part, plus j'allais fermer ces portes et plus elles allaient se rouvrir un peu violemment. Donc j'ai eu beaucoup d'expériences qui me sont arrivées, qui m'ont poussée à rencontrer des personnes qui m'ont guidée. Donc cette petite voix, ouais, voilà, elle est là depuis très longtemps. Comment tu as réagi à ce moment-là quand on a mis un mot sur ce que tu vivais ou sur ce que tu étais? Médium, qu'est-ce que ça voulait dire pour toi à cette époque? Pour moi, à l'époque, médium, c'était vraiment le contact défunt. De toute façon, le médium, c'est vraiment le pont entre les vivants et les morts. Le médium, c'est aussi celui qui fait le pont entre les vivants et les guides, et les êtres de lumière. Moi, à l'époque, je me sentais pas du tout capable de parler à des guides de lumière ou autre. Je me disais, mais pourquoi moi je vivrais quoi que ce soit? Puis j'avais pas spécialement envie d'y aller, parce que j'en avais vraiment peur. Au vu des expériences que je vivais, j'avais vraiment peur. Donc j'avais pas spécialement envie de m'ouvrir. Au fur et à mesure, oui, j'ai compris que j'avais pas spécialement le choix. Ça faisait partie de moi. Et en fait, après, j'ai eu de moins en moins peur. C'est devenu ma vie, c'est devenu qui je suis. On va dire que ça fait partie de mes qualités. Je l'ai vraiment intégré comme étant un bonus, un plus, et plus comme quelque chose de spécial et qui me ramenait à de la peur. Parce que voilà, j'étais aussi entourée par des personnes qui pouvaient me guider. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Ce qui t'a permis peut-être d'apprivoiser finalement cette petite voix qui se manifestait à toi. Ouais, clairement, c'est vraiment, tu t'apprivoises ça. T'apprends toute la vie, je pense, à savoir qui tu es, mais quand tu as des particularités comme ça, tu vas falloir mettre beaucoup de conscience dessus pour t'apprivoiser, apprivoiser ces clés que tu as, ces ouvertures que tu as, et apprendre. Tu apprends tout le temps à mieux gérer, en fait. Et puis au-delà de ça, à travers la médiumnité et à travers tout ce que j'ai appris, qu'il y avait des... Enfin, je le savais, mais je voulais pas vraiment rentrer dedans, mais qu'il y avait des défunts, qu'il y avait des animaux qui me parlaient, qui venaient à moi, qu'il y avait aussi des guides, qu'il y avait même presque des personnes qui viennent d'autres planètes te parler. Je me suis dit, waouh, il y a tellement de choses en fait avec lesquelles je suis en contact, et ça me paraissait incroyable. Et en même temps, il y avait tout ce que je captais moi dans mon corps des autres. Donc ça a été compliqué aussi. Ouais. Quand t'es médium, t'as quand même la particularité, alors on est souvent, je dis pas tout le temps, je dis pas que ce que je vis c'est la même chose pour tout le monde, mais on a quand même beaucoup d'empathie, de ressenti, à la clairaudience, la clairsentience. Donc la clairaudience tu entends, le ressenti tu ressens, et de là tu te dis ok, donc j'ai la médiumnité qui est là, j'entends, je ressens, je vois, mais en plus avec les autres, c'était aussi ça l'apprentissage, c'était très compliqué pour moi. Ce qu'on appelle aujourd'hui, peut-être de manière un peu vulgarisée, l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, voilà. À sentir les émotions des autres, leur état d'âme. C'est ça. Donc, et puis moi je ressentais voilà ce qui se passait chez les autres. Donc ce qui pouvait se coller à eux, donc des énergies, des entités, leur vécu, leurs inquiétudes, leurs peurs, même parfois des ancêtres qui se collaient à eux, ou dans leur dialogue, dans leurs inquiétudes, je savais que certaines choses ne se feraient pas, ou que d'autres allaient bien se passer, donc c'était quand même hyper envahissant pour moi au départ de vivre tout ça, et j'ai appris au fur et à mesure à décortiquer la multitude d'informations que je recevais pour prendre ce qui m'appartenait et laisser le reste, et pouvoir en tout cas interagir, on va dire, plus facilement, et mieux me servir de mes capacités, on va dire, de ma particularité pour aider l'autre, mais ça a été au départ se protéger, comprendre, intégrer, pour mieux vivre toutes ces particularités.
parce qu'elles sont envahissantes par moments et importantes. Donc c'est vrai que se mettre dans une bulle pour se protéger du trop de ressenti, ça a été aussi mon apprentissage. Donc ça a été l'apprentissage, moi, de beaucoup de choses pour pouvoir me mettre en lien avec les autres et les aider après par la suite. Ouais, parce que ça s'impose à toi, hein, sans que tu le décides finalement, à ton insu. Enfin, Ouais, ce au que départ, tu peux ressentir des autres, voilà. ce que tu peux capter, ce que tu peux avoir peut-être comme vision, enfin... Ah oui, au départ, ça a été vraiment, ça s'imposait parce que j'avais pas de filtre. J'avais pas l'idée qu'il faille couper, mettre une bulle, se prioriser par moment, être juste, connecté à soi et puis pas être dans l'ouverture tout le temps. Donc ça a été l'apprentissage de savoir s'ouvrir et refermer un peu, hein. Toutes ces antennes, les ranger et puis et se dire je les sors quand il faut et je les mets au repos quand il faut pas, quoi. Comment est-ce que tu as appris? Par l'expérience. L'expérience, les rencontres, j'ai été très guidée. J'ai eu beaucoup de chance de tomber sur cette première personne que je remercie, hein, qui s'appelle Nolwenn, qui était ma collègue de travail, qui m'a dit mais waouh, t'es quelque chose chez toi, t'es médium, donc ça m'a fait énormément de bien. Et c'est quelqu'un de bienveillant qui est médium elle aussi, et qui à l'époque qui m'a transmis des cartes qui étaient des cartes de famille à elle, qui m'a dit tiens, l'élève a dépassé le maître, je te les donne. Ça a été un super cadeau. Ça a été la première personne qui m'a accompagnée. Ça a été la première personne qui m'a guidée. Et puis après, ça a été beaucoup mes guides, mais bon, j'ai dû vivre comme beaucoup de personnes, c'est pas parce qu'on est médium ou dans le domaine thérapeutique que en fait on est épargné, hein, par la vie et par les expériences. Et donc de là, oui, ça s'est de plus en plus ouvert. Je pense qu'on a des lieux où on est prédestiné à être et suite à ça, moi je suis partie de la région où je vivais pour aller dans la région où j'ai rencontré mon compagnon. Et dans cette région, pareil, j'ai travaillé dans une entreprise où en fait je suis tombée aussi pareil sur une personne qui cette fois-ci était guérisseur, qui m'a aidée aussi à l'époque, qui m'a dit mais écoute, tu as quelque chose de particulier, je pense que tu as une âme de guérisseuse, en tout cas. Moi, à l'époque, quand il m'a dit ça, je me suis dit, oh là là, ça va trop loin. C'est pas possible. Ça a été un long cheminement. Et cette personne était en contact avec des maîtres ascensionnés. Alors moi, j'y connaissais vraiment rien à l'époque, hein. Je me suis ouverte petit à petit. Oui, parce que c'était pas du tout ton activité à ce moment-là. Pas du tout. Moi, j'ai travaillé dans beaucoup de choses, dans le social énormément, donc j'étais toujours dans l'aide au niveau de l'humain, mais je pensais pas un jour faire quoi que ce soit de tout ça, parce que je pense que c'était tellement dans ma vie depuis toujours que je pensais que c'était assez normal. Donc je me rendais pas compte. Je cherchais pas spécialement à faire quoi que ce soit, parce que c'était déjà pas évident à vivre. Alors je me disais en faire un métier, il y avait du boulot, quoi. Cette personne m'a mis en contact avec un maître ascensionné. Et moi, il m'a dit, il va venir te voir. Alors, un maître ascensionné, du coup, c'est un être de lumière. Et tu te dis, mais comment il va venir me voir? Et j'y croyais pas. Quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Parce que j'avais le côté très cartésien, malgré tout. Je me suis dit, je veux pas rentrer dans des trucs, tu vois, trop perchés ou autre. Je voulais garder ce côté très terre à terre. Et il m'a dit, oui, va venir te voir. Donc, je pense que de là, effectivement, il y a eu cette présence qui est venue me voir. Ça a été une expérience incroyable. Où j'ai entendu des tambours à l'époque. J'ai entendu une voix chanter. J'ai eu vraiment une expérience très, très spirituelle. Et j'en croyais pas mes yeux, quoi. J'en croyais pas mes oreilles. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai entendu des chants. Tu le voyais aussi ou tu l'entendais seulement? Alors là, ça a été que auditif et j'ai eu une expérience où en fait j'ai beaucoup bougé, où on m'a fait bouger au niveau du corps et où j'étais figée, où j'ai l'impression une espèce d'initiation de ce maître ascensionné qui est venu jusqu'à moi pour me dire allez, t'es pas prête, mais on va t'aider à bouger certaines choses. Et donc là, le lendemain, j'ai revu mon collègue de travail, je l'ai regardé, j'ai dit non mais c'est pas possible. Il était écroulé de rire. Et là, j'ai pris vraiment conscience de la dimension de ce domaine-là. À quel point ça pouvait aller loin, spirituellement parlant. À quel point on pouvait vivre des expériences assez fortes. J'ai réalisé encore plus que c'était réel et je me suis dit mais c'est pas possible, quoi. Et si. Et je me suis dit mais waouh, qu'est-ce que je fais de tout ça? Et de là, cette personne m'a expliqué que lui, il faisait de l'énergie qui l'accompagnait. Connaissais beaucoup de personnes dans le monde qui avaient des capacités assez extraordinaires que j'avais du mal à imaginer possibles.
Parler des gens qui pratiquaient de l'exorcisme, qui pratiquaient l'énergie, qui pratiquaient de la télépathie, de la télékinésie. À l'époque, j'avais beaucoup de mal à y croire, donc qui étaient vraiment en contact des personnes très fortes aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Moi, ça m'apparaissait tellement incroyable, et moi je me sentais tellement petite par rapport à cette immensité spirituelle. Cette personne m'a guidée. Je pense que suite à cette intégration par ce passage de maître ascensionné qui est venu à moi, ça a déclenché une ouverture encore plus grande. Et là, j'ai mon premier guide, et un guide qui est toujours avec moi, qui est venu se présenter à l'époque, et qui m'a dit je suis le prêtre Pio, je vais t'aider et te guider maintenant. Padre Pio? Padre Pio. Ah oui, c'est pas n'importe lequel, oui, qui est là à tes côtés. Dans mon bureau. Donc moi, je ne sais pas, à l'époque, je me dis, mais qui c'est ça, le prêtre Pio? Bon, on n'était pas loin de l'Italie. Les événements n'étant jamais de circonstances, je veux dire, il n'y a pas de hasard. Je me suis mis en couple avec quelqu'un qui était d'origine italienne, et j'étais du côté de Nice. Bon, je me dis, j'avais toujours eu quelque chose avec l'Italie, hein. Je savais pas pourquoi, mais je pense que c'était un peu prédestiné. Il y a aussi, tu verras au niveau transgénérationnel, des accointances, puisque dans ma famille, on a beaucoup de personnes qui se sont mariées avec des Italiens. Donc ça, c'était aussi le cheminement, on va dire, au niveau ancestral chez moi, qui était assez marrant. Ma mère aussi était avec quelqu'un d'origine italienne, donc qui s'était remis avec quelqu'un d'origine italienne, puisque mes parents sont séparés. Donc je me disais, waouh, c'est fou, il y a des trucs quand même, tu vois, un peu transgénérationnels, du coup, que je voyais chez moi. Et puis bon, je me disais, bon là, le prêtre Pio, pardon, qui vient à moi. Et le lendemain, donc j'en parle à mon guide terrestre, à la personne qui m'aidait à l'époque, et puis je lui dis, écoute, j'ai un monsieur qui est venu me voir, il me dit que c'est le prêtre Pio, et qu'il va me guider, donc moi je prends pas l'importance du truc plus que ça. Et il me dit, mais tu parles du padre Pio? Et je lui dis, ben ouais, je sais pas. Et il me dit, oui, non, mais le padre Pio. Et il me dit, c'est quelqu'un de très important, donc je me dis, ok, je sais pas trop quoi en faire, ça me fait un peu peur encore. Et donc il m'a dit non, il vient pour t'aider, donc accueille. Donc à partir de là, le Padre Pio est toujours avec moi, mais le Padre Pio, il accompagne énormément de personnes dans le domaine, et pas que, même... Tu n'as pas l'exclusivité du Padre Pio. Mais pas du tout, il est ouvert à tout le monde, mais personne n'a l'exclusivité de rien, en fait, c'est ça que j'ai envie de dire aussi. C'est pas parce qu'on est thérapeute médium ou dans cet espace que, en fait, on est préservé de tout ce qui se passe ailleurs, on n'est pas au-dessus, on n'est pas en dessous, hein, on est comme tout le monde. On a juste une particularité, comme d'autres ont des particularités que moi je n'ai pas et que j'aurai jamais, donc on n'est rien d'exceptionnel. Je pense que c'est parce qu'on est dans une ère où en fait ça peut paraître quelque chose de particulier, mais je pense qu'un jour la vie fera en sorte que ça sera tellement presque normal qu'on parlera plus de quelque chose qui est de l'ordre de l'exception. C'est une particularité, on peut développer peut-être à certains degrés, mais tout le monde n'est pas non plus fait pour ça, parce que c'est pas forcément évident d'être dans ce domaine. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vraiment pas facile. Ouais. Ah non. C'est pour ça que je pense que je peux dire aux personnes qui voudraient se lancer dans le domaine, c'est de faire très attention, parce que c'est très dur. Hein, on peut vous montrer beaucoup de lumière, beaucoup de belles choses, et puis ça peut donner envie, mais il y a aussi beaucoup d'obscurité. On est confronté beaucoup à d'âmes vraiment noires aussi par moments, de négativité, donc la lumière attire l'ombre et l'ombre la lumière. Il y a un équilibre dans tout, mais c'est vrai que faut savoir beaucoup se protéger et savoir à qui on parle quand on est médium. Parce que ça ne s'improvise pas et on peut pas se dire énergéticien ou médium comme ça. Non, parce que ça peut être dangereux. Sincèrement, ça peut être dangereux parce que tu as de l'autre côté du voile des âmes pures et gentilles et belles, puis tu as des âmes négatives, néfastes et mauvaises. Et elles vont se faire passer pour des belles personnes, te dire des choses, et elles peuvent aussi te dire, te mettre en confiance et t'emmener là où il faut pas, donc te manipuler. Donc quand t'es médium, il faut savoir que tu reçois des messages, mais que tu sais l'énergie si elle est bonne ou pas. Tu sais à qui tu parles globalement. Donc s'il y a une âme qui vient te parler puis qu'elle te raconte taratata, n'importe quoi, tu lui dis non, toi, je sais exactement que tu n'as pas à être ici, que tout ce que tu me racontes, non, je n'en veux pas, c'est négatif, t'es pas un être de lumière, t'es pas un guide, t'es pas... voilà. Donc je prends pas, il faut savoir faire la différence aussi dans toutes ces choses-là. Les démasquer. Les démasquer. Et en fait, il faut savoir traduire l'énergie, les messages, c'est une traduction, parce que tu peux avoir des guides qui te parlent d'une manière très claire, tu vas avoir des guides qui vont te parler d'une manière vibratoire,
Donc là, il va falloir traduire l'énergie que tu reçois. Et puis tu vas avoir des guides qui vont te transmettre des images, et il va falloir traduire les images. Donc on est vraiment, nous, les médiums, des traducteurs, hein, de l'énergie, de tout ce qu'on reçoit au niveau des messages, et on fait le tri, on est le filtre des bons et des moins bons messages aussi, et des énergies bonnes et moins bonnes. Le Padre Pio, je pense, est arrivé dans ma vie, puisque lui, c'était un prêtre qui, pour moi, à travers la religion, a vécu sa spiritualité pour aider les autres. C'était un grand guérisseur. Vraiment un très grand guérisseur, il a fait énormément de miracles. Et puis il a transmis énormément de messages. C'était un être quand même assez exceptionnel qui a eu une vie très très dure, qui a été au proie avec des énergies très négatives. Mais je pense qu'à l'époque, il nettoyait tellement de gens qui venaient à lui au niveau de l'église que j'imagine même pas le nettoyage qu'il devait faire constamment pour essayer d'être en paix à peu près, quoi. Donc il a eu une vie vraiment pas facile du tout. Il a été assez exceptionnel et lui, il est pas du tout, voilà, dans des regrets d'expériences positives ou négatives, il est dans ce qu'il a vécu avec un accueil inconditionnel, donc avec beaucoup d'amour. Je pense qu'il m'a amené cette confiance, cette protection, cet accompagnement dont j'ai toujours eu besoin. Et de là, oui, ça, c'est à cette époque-là, pour revenir à ce moment où il s'est, on va dire, présenté à moi, c'est vrai que j'avais pas la notion de toutes les conséquences que ça pouvait avoir derrière et pourquoi et finalement. Parce qu'encore une fois, à ce moment-là, tu n'en faisais toujours pas ton activité. Non, toujours tu étais pas. dans un autre secteur d'activité. Voilà, exactement. J'étais dans le domaine sur ton chemin initiatique. C'est ça, j'étais vraiment dans un long chemin initiatique. De là, des expériences voulues que nous venions donc de Nice dans les Landes. Et en fait, pareil, les Landes, je savais que mes grands-parents ils venaient beaucoup en vacances, que ma mère y avait été en vacances, et que j'avais même des ancêtres au Pays Basque qui y sont. Et donc, mais jamais j'aurais imaginé venir dans les Landes. Parce que toi, tu es originaire d'où? Ah, moi, je suis de Picardie, du Nord. Ah oui, en effet. Donc jamais, je pensais quitter ma Picardie natale. Et puis jamais, mais tu vois, comme tout dans la vie, t'imagines jamais que certaines choses vont t'arriver. Et puis quand tu te lances, quand tu laisses le cours de la vie venir à toi, c'est une aventure. T'imagines jamais le positif, à quel point il peut être présent. Et je pense qu'il faut suivre ce courant de la vie et sauter même dans cette vague et y aller quand ça s'ouvre. Et moi j'ai eu envie de ça à un moment donné, c'est de me dire, en fait j'ai pas envie de... Moi je me sentais pas à ma place en Picardie, je me sentais pas chez moi. Et je me suis dit, j'ai envie de vivre ma vie pour moi, et pas de rester pour la région ni pour ma famille, hein, parce qu'à l'époque, je me sentais pas spécialement à ma place. Quand j'ai trouvé mon compagnon, ça a été une évidence, parce que je pense que quand je l'ai trouvé, je l'ai retrouvé aussi, parce que je pense que c'est pas quelqu'un que je connaissais que depuis cette vie. Ça a été évident, et comme beaucoup de personnes qui peuvent le vivre, il y a des rencontres qui sont des évidences, et qui sont des retrouvailles. Et sur la côte, on se sentait pas non plus chez nous, donc lui ne se sentait pas chez lui. À Nice. Côte d'Azur, hein. Ouais. Nice. Il se sentait pas chez lui non plus. Et lui il me disait qu'en fait, depuis des années, il avait été pas mal sur le Pays Basque, les Landes, en vacances aussi. Alors bien avant qu'on parte dans les Landes, j'avais quand même eu ma belle-mère qui m'avait offert une croix basque, on ne savait pas pourquoi, en collier. Toute petite, j'avais collectionné des petites maisons, ma mère me disait toujours c'est des maisons landaises. Donc au final, quand je revenais en arrière, j'ai rigolé le jour où je me suis aperçue que chez moi c'était dans les Landes, parce que je me suis dit, ouais, on était quand même prédestinés, préparés quelque part, et puis même mes ancêtres étaient dans le Pays Basque et étaient venus dans les Landes, alors je me dis, waouh, en fait je reviens à la maison. Et quand on s'est installé dans les Landes, je me suis dit, je reviens chez moi. Et est-ce que là, tu te sens à ta place? Est-ce que ton compagnon se sent à sa place? Oui, complètement. Nous, on se dit landais alors qu'on n'est pas né ici. J'ai des ancêtres ici, mais j'ai l'impression d'être revenue à la maison, ouais. Et puis c'est comme si tous ces guides m'avaient poussé à aller là où je devais être et que j'avais pu écouter et entendre là où je devais aller. Et donc j'avais suivi ce cours de vie qui me poussait à expérimenter encore et encore. Padre Pio qui m'a poussé à continuer d'aller là où je devais être. J'ai continué du coup de cheminer dans les Landes, où là pareil j'ai appris beaucoup de moi-même, et où là j'ai vraiment commencé à me demander, tu me le disais tout à l'heure, mais est-ce qu'à un moment donné tu t'es pas demandé si t'étais folle de l'expérience que j'avais vécue de mon enfance et de mon adolescence et de ma vie d'adulte qui avait quand même été assez dure et pénible, besoin de travailler énormément sur moi. Vraiment, j'avais beaucoup de choses à voir et beaucoup de traumatismes, et j'ai été donc à la recherche de quelqu'un. Et à l'époque, je suis tombée sur un magazine qui parlait de PNL, de EFT, de toutes ces pratiques-là, et
Et puis mon guide m'a dit, tu vas trouver quelqu'un à côté de chez toi et elle fera de la PNL. Et donc j'ai trouvé quelqu'un à côté de chez moi qui faisait de la PNL, et j'y étais. J'étais vraiment en proie avec beaucoup de mes énergies à moi qui avaient besoin d'être travaillées, d'émotions, de vécu, d'expériences. Et puis il y avait tout ça à côté. Cette médiumnité qui m'accompagnait aussi, qui était quand même pas évidente depuis l'enfance. Cette personne, psychothérapeute, m'a accueillie, et donc je lui parle de mon enfance, elle me dit « Waouh, c'est quand même fou, tout ce que tu as vécu, cette conscience que tu as », parce que moi j'avais 25 ans quand j'ai commencé vraiment ma première psychothérapie, où j'avais l'impression d'être foutue à l'époque, tu vois, tellement j'avais eu un vécu, une expérience difficile en famille. Et puis finalement, la personne me dit, enfin la psychothérapeute me dit « Mais c'est incroyable, à 25 ans, la conscience que tu as des choses », elle me dit « Mais j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir, elle me dit « Et l'état d'esprit que tu as, ils ont le même, mais ils ont 50 ans, 60 ans. » Donc elle me dit « T'as pas perdu de temps, t'as que 25 ans. » Donc je me suis dit « Ah bon, ok. » Et j'ai commencé avec beaucoup de pincettes à lui parler un peu de ma médiumnité, avec beaucoup de peur. Parce que je me suis demandé, est-ce que rétrospectivement, est-ce que je suis pas, est-ce que j'ai pas un déblocage, est-ce que j'invente pas des choses. Pas schizophrène, est-ce que j'ai pas des hallucinations? C'est ça, et j'avais envie d'avoir un diagnostic pour être certaine, parce que je voulais pas me prêter, en tout cas des capacités que je n'avais pas. Mais à l'époque, j'étais pas vraiment dans la recherche de prêter quoi que ce soit sur moi-même, enfin... J'avais pas envie d'investir quoi que ce soit là-dedans, mais j'avais envie de me rassurer. La personne m'a dit mais en fait, Iris, t'as des capacités, quoi. T'as des particularités de médiumnique. Elle m'a rassurée énormément, quoi. Elle m'a dit non, ouais. Ça faisait plusieurs séances qu'elle me voyait, elle me disait, je sens bien que tu n'es pas une personne qui a des troubles à qu'elle aurait su déceler, elle, puisqu'elle est formée pour ça. Ça m'a rassurée, et j'ai vu que c'était le début d'un travail où là, j'ai eu contact avec une première personne qui était énergéticienne, qui m'a fait mon premier soin. Où là, ça a été quand même assez révélateur, parce que je me suis dit, waouh, je porte des choses qui ne sont pas à moi. Et donc sur ce travail énergétique, émotionnel et au niveau psycho aussi, je comprenais et je recevais de la compréhension de cette psychothérapeute, mais aussi de mes guides qui m'expliquaient certaines choses, que je posais des questions. J'ai beaucoup appris, j'ai acheté beaucoup de livres, parce que j'avais besoin de comprendre au niveau psychologique, émotionnel, tout ce que je vivais, tout ce que je traversais à travers mon humanité. J'ai été guidée vers quelqu'un qui proposait de faire un nettoyage transgénérationnel, parce que j'entendais quand même beaucoup de voix dans cet être relié à moi. Le vécu était lourd, très très lourd, et j'avais eu la chance d'avoir un grand-père. Enfin, j'avais la chance, j'ai eu la chance d'avoir un grand-père à l'époque qui avait fait un arbre généalogique qui remontait jusqu'en 1650. On a fait un travail transgénérationnel où en fait on m'a coupé juste les liens, on a nettoyé, et ça m'a énormément libérée. Et de là, je me suis pas dit je vais devenir thérapeute encore, hein. Le chemin il a été encore parsemé de beaucoup d'apprentissages, où j'ai appris au niveau du domaine professionnel où j'étais, je pense, à interagir avec les énergies des uns et des autres. Ça a été aussi un chemin d'expérience, parce que j'étais au contact de personnes âgées, j'étais au contact de personnes qui étaient dans des demandes d'accompagnement, mais plus dans le domaine du secrétariat, de l'accompagnement, voilà. Donc, en direct, et bon, toujours été dans le social. Et donc, plus j'interagissais avec les personnes, et plus j'apprenais à gérer aussi tout ce qui se passait au niveau de l'énergie et de ce que je ressentais, et plus les personnes me voyaient, et plus elles me disaient, quand on est avec vous, qu'est-ce qu'on se sent bien, quoi. Je me sens soulagée. C'est vrai que j'ai accompagné longtemps les personnes âgées, et à un moment donné, j'ai saturé, j'en pouvais plus. Et j'ai eu un accident du travail, et j'ai dû m'arrêter. Et en l'espace de 6 mois, je crois que toutes les personnes que j'accompagnais sont pratiquement décédées. Et de là, on m'a dit derrière des enfants qui me connaissaient parce que j'accompagnais leurs parents, me disaient mais c'est toi qui maintenais un peu au niveau de l'énergie, tu faisais tellement de bien à mes parents ou à ma mère ou ci ou ça. Tout le monde me disait mais quand t'es partie, il y a quelque chose qui a été moins bien avec maman ou avec papa. Donc je me suis dit mince, j'avais pas l'idée que je maintenais un taux vibratoire positif pour ces personnes, mais quand j'ai vu que derrière, effectivement, il y a eu beaucoup de décès suite à mon arrêt maladie, je me suis dit, bon, hasard, est-ce que c'est une porte qui se ferme? Je pense que oui. Je pense qu'effectivement, mon taux vibratoire, mon énergie était quand même assez, on va dire, plus importante que la moyenne, donc j'ai aidé certainement ces personnes en les accompagnant à se maintenir, alors par mes soins aussi d'humain, d'aide que j'apportais. Peut-être pour préciser, à ce moment-là, tu étais aide-soignante. Voilà. Ouais. Et de là, je me suis dit, mince...
Je vois que moi je pouvais plus physiquement, je pouvais plus les accompagner. Il y avait des choses qui se fermaient, qui se clôturaient. Donc de là vraiment, j'ai dit mais je ne peux plus faire ça. Et j'ai vraiment fait une pause, continué de travailler sur moi. Et j'ai pris conscience effectivement que en plus de la médiumnité, de tout ce que je recevais, il y avait l'énergie beaucoup qui accompagnait les personnes que je voyais. Donc il y a eu une grande pause pendant 1 an et demi, 2 ans. Et puis à un moment donné, il y a eu un épisode familial où je me suis dit là il faut pas que j'attende en fait que tout soit parfait pour me lancer ou pour faire certaines choses à l'époque. Et j'ai décidé de vraiment me lancer et de plus attendre. Et je me suis dit je vais commencer par faire un petit Facebook où je vais transmettre simplement des messages. Je me suis dit allez, j'y vais. J'attends plus quoi. J'attends plus parce que pour moi le point de non-retour au niveau de mon corps physique, l'accident de travail que j'avais eu, c'était pour me dire stop, reviens à toi, t'as trop donné, maintenant reviens vers toi et fais vraiment ce que tu aimes. Et donc je me suis vraiment poussée à me lancer, même si c'était pas facile. J'ai été accompagnée par des personnes toujours autour de moi qui me disaient mais vas-y. Beaucoup mes amis me disaient mais ça fait partie de toi, tu nous as toujours aidés, tu nous as toujours accompagnés, tu nous as toujours rassurés, parce que moi c'était beaucoup ça, c'était rassurer. De là j'ai lancé la petite voix d'Iris du coup. La petite voix qui à la base était cette petite voix que j'entendais depuis toujours, que j'ai commencé à mettre au service des autres. C'est aussi un clin d'œil au livre d'Elaine Caddy qui est La petite voix, et où j'ai rajouté à travers l'écho de ce livre ma petite voix à moi, la petite voix d'Iris, parce que elle m'accompagnait depuis toujours, cette petite voix, et elle m'accompagne toujours. Et là je me suis dit allez, je me lance, je vais essayer d'aider les personnes que je peux aider, sans avoir d'attente particulière derrière, tu vois, je me demandais... Oui, sans grande prétention, voilà, que de franchement, vouloir juste non. essayer d'aider comme tu l'avais fait jusque-là. C'est ça. Je me disais, si ça marche, c'est bien, si ça marche pas, c'est pas grave. Et en fait, en l'espace d'1 an, j'ai pu arrêter mon travail et j'étais à temps complet, quoi. Et donc je me suis dit, bon, je peux apporter plus que ça, alors... Donc je voulais faire que de la médiumnité au départ, que transmettre les messages, et puis j'ai été poussée de plus en plus à faire des soins. Mon guide, pareil, m'a montré des choses. Ils m'ont transmis des soins là-haut, en fait, que j'allais faire. Ils m'ont montré un grand arbre de vie. Et cet arbre de vie-là, pour moi, ça me faisait penser à la généalogie, au transgénérationnel, à toutes ces choses-là. Et en fait, au fur et à mesure, en faisant des soins, je me suis aperçue que les personnes qui venaient portaient des choses qui n'étaient pas à elles. Et donc de là, j'ai commencé à me dire, je vais faire mes soins transgénérationnels. Et je les ai faits comme moi, je les ai reçus de mes guides, comme j'ai appris à les faire toute seule, en recherchant en fait la base de la blessure que la personne porte actuellement et en remontant dans la lignée, voir un peu ce qui se passait. Et au fur et à mesure, je me suis servi de ma médiumnité pour, à travers les photos des défunts ou des parents ou des grands-parents, à essayer de voir quel était le fil conducteur qui faisait que les personnes n'allaient pas bien. Ça a commencé comme ça, petit à petit. Ça a eu un effet boule de neige, de bouche à oreille, où j'ai pu commencer à faire mes soins. J'étais prête, je pense, là où il me disait ça y est, allez... C'était vraiment ça le message que je recevais, c'est n'attends plus quoi. C'est le temps d'y aller, j'avais travaillé sur moi pendant presque toute ma vie. Je pense que oui, j'étais prête, j'avais le recul. J'avais aussi peut-être plus de sérénité à l'intérieur pour pouvoir, on va dire, faire le tri sur tout ce que je recevais au niveau des personnes, parce que ça c'était aussi important. Donc oui, j'ai commencé à faire mes soins à l'époque, petit à petit, comme ça, et ça a très vite fonctionné, j'ai été très 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 surprise. Et beaucoup de bouche à oreille, parce que personne contente répète à une amie, à une copine, tiens j'ai fait ça, et puis les messages que je recevais surtout des guides quoi, des ancêtres quoi qui étaient là, qui permettaient aux personnes de mieux comprendre leurs problématiques et de savoir tiens ça c'est à moi, ça c'est pas à moi, ça c'est la réalité, ça c'est pas la réalité aussi, ça c'est important. Et aujourd'hui, où est-ce que tu en es dans ton avancée, dans tes soins, dans ce que tu proposes? Enfin, il n'y a pas beaucoup de choses que je propose, je vais pas dire ça. Ce que je propose, c'est toujours le soin transgénérationnel. C'est ce qui me caractérise le plus, d'être au contact des ancêtres pour aller, en tout cas, alors au niveau soit d'une guidance, éclaircir les problématiques du moment, pour pouvoir avancer et être plus serein sur son chemin de vie, et s'orienter. Et puis, il y a le soin donc transgénérationnel pour couper tous les liens avec nos aïeux, les schémas répétitifs. Et puis il y a beaucoup les guides et les ancêtres qui viennent pour aussi faire des soins d'accompagnement
qui se situe plus au niveau énergétique, psychique, on va dire au niveau émotionnel, on va dire à un stade non plus qui n'est pas du domaine de la psychologie ni de la psychiatrie, mais où j'accompagne émotionnellement certaines personnes au niveau de leur enfant intérieur, à relâcher, on va dire, du vécu, et au niveau de leurs blessures d'âme, d'essayer d'aller explorer en tout cas ce qui se passe à l'intérieur pour retrouver un axe, on va dire, sérénité. Globalement, c'est vraiment ça. Mon accompagnement, c'est d'aider vraiment les personnes à retrouver cette sérénité, à être plus en accord avec elles-mêmes, à être dans leur vraie vibration, quoi, au final. Parce que c'est ce que j'ai appris de moi, c'est tout ce que je portais, tout mon vécu, toute mon expérience, l'hypersensibilité, tout ce qu'il y avait tout autour de moi. J'en ai fait tellement le tri, j'ai tellement appris de ça que ce que j'ai voulu apporter au niveau de mes soins, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire faire le tri. Faire le tri entre ce qui est à vous ou pas. Faire le tri entre ce qui est de votre expérience, ce qui est des autres, ce qui est à vos ancêtres, ce qui est de votre hypersensibilité, et accompagner les personnes à mieux se protéger, à mieux comprendre et à mieux vivre avec tout ça. Et si on veut te contacter, comment est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on te trouve? Alors tu parlais tout à l'heure que tu avais écrit une page Facebook. Alors j'ai ma page Facebook La Petite Voix d'Iris, j'ai une page Instagram La Petite Voix d'Iris, et j'ai un site internet La Petite Voix d'Iris aussi. On tape La Petite Voix d'Iris, globalement on me trouve. Alors parce que ce qu'on se disait aussi tout à l'heure, c'est que tu peux effectivement recevoir, j'aime pas ce terme-là, mais en présentiel. Oui. Tu peux recevoir dans ton cabinet en direct. Et tu peux aussi travailler à distance. Voilà. Donc, ça fait quelques années que je fais beaucoup de travail à distance. Je fais des guidances à distance et je fais des soins à distance. Les soins à distance, voilà, se passent très très bien. Je suis au contact de personnes qui peuvent être au Canada, en Suisse, qui sont dans le nord de la France, qui sont en Espagne. Donc voilà, je suis un petit peu, pas partout, mais je fais en direct et à distance, comme je dis, les soins et les guidances. Mais ne pas se sentir gêné s'il y a s'il y a une distance, oui. Exactement. C'est toujours mieux en direct. Oui. Sincèrement, je dirais pas le contraire, c'est toujours mieux en direct parce que pendant mes soins, j'utilise des outils chamaniques qui sont venus sur ma route aussi au fur et à mesure, qui m'ont permis d'avoir une pratique ancestrale aussi, qui était déjà en moi, qui était déjà intégrée. On pourra en reparler, mais ça serait très long, mais le contexte chamanique m'a aussi beaucoup touchée et où j'ai beaucoup appris. De mes guides chamaniques dans l'invisible et qui m'ont, on va dire, reconnu à travers ce qu'ils m'ont transmis, des pratiques qui m'ont permis de me dire j'ai les bonnes pratiques. Quand j'ai commencé à pratiquer le chamanisme, j'ai commencé à vouloir essayer de m'instruire et puis en fait j'ai vu que je connaissais déjà beaucoup de choses, que je connaissais énormément de rituels et autres qui étaient déjà en moi, qui me venaient déjà. Donc j'ai arrêté ensuite d'essayer de vouloir intégrer ou apprendre des choses ailleurs qu'à l'intérieur de moi-même. C'est toujours mieux de venir en direct, c'est sûr, parce que le tambour, il y a toutes ces choses qui sont belles à vivre sur le moment, il y a les bols, il y a les koshis, il y a toute cette sonothérapie que j'utilise pour voyager en fait. Oui, parce que t'as plein de cordes à ton arc. Ouais. Exactement. Ouais. Donc j'utilise ces outils-là pour permettre à la personne de voyager et relâcher les énergies qui ne sont plus utiles. Quelles sont les valeurs qui t'animent dans les soins que tu prodigues et l'accompagnement? Les valeurs qui m'animent pour moi, pour tout le monde, pour chacun. Les tiennes, moi, personnellement, ou celles que tu mets au service de ton activité? Je pense que j'essaye d'être dans l'humilité, la simplicité, ça c'est des valeurs qui m'importent énormément. L'accessibilité aussi. J'ai développé des soins de groupe à distance pour être accessible à des prix qui permettent à chacun de pouvoir participer à recevoir des énergies bienveillantes. Mais oui, pour moi, l'humilité, la simplicité, c'est très important. Je pense que c'est très important de rester terre à terre, de rester humain. Cette humanité, elle est très importante pour moi. Accueillir la vulnérabilité de chacun, c'est important de rester dans cet axe-là d'accueil, en fait. Je dirais que c'est vraiment les valeurs qui m'importent, c'est d'accueillir, en fait, la personne telle qu'elle est. Sans jugement, sans prétention, voilà. En toute simplicité. C'est vraiment super important pour moi. Si je t'ai fait venir aujourd'hui, c'est parce que je pense que tu fais partie de ces acteurs du Nouveau Monde. Est-ce que toi, tu as l'impression de t'inscrire dans ce nouveau monde? Alors, je ne sais pas quelle définition toi tu peux y mettre. Je vois. Mais pour rejoindre vraiment ce que tu me disais juste avant,
Pour ce nouveau monde, ce que j'essaye d'apporter aux personnes, c'est justement cette énergie du nouveau monde. Donc les personnes qui viennent à mon contact, j'essaye de leur amener cette conscience qu'elles ne sont pas juste ce qu'elles ont vécu et qu'on peut changer sa vibration, on peut changer l'histoire qu'on se raconte en travaillant dessus, clairement, et en s'allégeant. Et je pense que la meilleure manière d'aider ce nouveau monde à émerger, c'est d'amener cette légèreté au contact des personnes qui viennent à moi, en étant plus en accord avec elles-mêmes. Moi, j'ai ce dicton d'être vraiment reconnecté à sa véritable nature, et je pense qu'effectivement, plus on va se reconnecter à sa véritable nature, plus on va être soi-même, et plus on va être acteur du nouveau monde, parce qu'on va vibrer quelque chose qui est plus en accord avec la planète. Je pense que, effectivement, revenir à l'essentiel, l'humilité, la simplicité, l'écoute de soi, l'accueil fait partie du nouveau monde. On en a cruellement besoin, on a besoin de revenir à un rythme normal. On a besoin de revenir à beaucoup de choses simples. Et je pense que le nouveau monde va se faire à partir de cette simplicité aussi. Je pense que ce nouveau monde a besoin de cet espace de simplicité. Un espace où on revient à des choses moins contraignantes, où au niveau de la qualité de vie, on est quand même dans un espace, je dirais, de co-création. C'est très important, je pense, de revenir à l'essentiel, à la simplicité, à l'accueil, et que ce nouveau monde, il va se créer à partir de ça. Je pense qu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde où il faut avoir plus. Il faut voyager, il faut montrer, il faut, je pense, avoir beaucoup de choses. On a l'impression, en tout cas, que certaines personnes ont cette idée-là qu'il faut avoir beaucoup de choses pour être heureux. Je pense que on est en train d'épuiser la planète, on est en train de s'épuiser nous-mêmes à essayer d'avoir plus en fait, et de se créer un mode de vie qui est toujours plus épuisant. Ça va forcément amener un clivage. Il faut revenir, je pense, à l'essentiel. Oui, passer de avoir à être. Exactement. Je pense que les gens souffrent énormément de ne pas avoir des choses qui pourraient les rendre heureux. Il faut revenir à qu'est-ce qui se passe à l'intérieur pour que je puisse être heureux, qu'est-ce qu'il faut que je fasse à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je peux aller voir à l'intérieur de moi pour faire en sorte que j'ai moins ce besoin d'avoir quelque chose. Enfin, je pense que globalement, ce que j'ai envie de dire, c'est que il faut sortir du matérialisme. Il faut revenir à une simplicité, il faut revenir à la nature, il faut revenir à, je veux dire, peut-être certaines personnes reviennent de plus en plus à faire leur potager, revenir à utiliser des choses un peu plus saines au niveau des aliments, vivre plus sainement. Je pense qu'effectivement, globalement, le nouveau monde, il va venir dans un espace où on a plus conscience de l'énergie, où on dépense moins, que ça soit, on va dire, la pollution aussi, au niveau de l'essence, au niveau de tout ce qui se passe, ouais. C'est vraiment, je pense, un épuisement de la planète et de l'être humain qui se passe un peu en ce moment. Tout le monde est très fatigué, tout le monde est très épuisé. La planète aussi arrive un petit peu sur ses réserves. Et je pense que le mode de vie très en vitesse, très dans le vite qu'on vit actuellement ne nous permet pas, en tout cas, de vivre le nouveau monde. Revenir à un espace de paix, de calme, de sérénité. Là, je pense avec des vrais cycles, des cycles normaux. Là, oui, c'est revenir à un rythme normal. C'est revenir à quelque chose de plus sain qui fera partie du nouveau monde. C'est respecter simplement les rythmes de la nature, de tout ce qui est. Se respecter. C'est presque du bon sens. Exactement. Revenir au bon sens. Exactement. Je pense que les acteurs du nouveau monde se doivent d'être dans ce bon sens, de respecter, on va dire, la nature. Ça nous ramène à nous respecter nous-mêmes, puisque la nature, tu peux pas la forcer à pousser plus vite. Les arbres, ils perdent leurs feuilles en hiver, ils reviennent au printemps et à l'été. Je veux dire, l'être humain est exactement de la même manière, avec des cycles, et je pense que si on respecte la nature, on se respecte soi, et on apprend à vivre le moment présent, avec vraiment toutes ces belles choses qu'on a autour de nous. Je sais pas si j'ai été claire, mais ça comprend beaucoup de choses en fait, le nouveau monde, c'est déjà en soi, le nouveau monde. Oui, alors c'était pour trouver une appellation nouveau monde, mais c'est bien évidemment quelque chose qu'on est déjà en train d'initier, de construire et de vivre. Oui, on construit et on déconstruit beaucoup aussi. Oui. On déconstruit énormément. On est vraiment dans une grande déconstruction, qui peut être psychique, psychologique, énergétique, émotionnelle, conscience, et dans la matière, il y a énormément de déconstruction. Et je pense que la vérité est quelque chose qui va aider l'homme et l'être humain, la femme, tous ceux qui sont vivants, à avancer vers le nouveau monde.
Donc la vérité, je pense que c'est d'être en conscience et en reliance avec la nature, notre nature première. Je pense que cette vérité, c'est qu'est-ce qui fait qu'on est ici sur cette terre, pourquoi on vibre, pourquoi on vit. On vit pas pour avoir plus, pour avoir une grosse voiture, une grosse maison, pour dépenser. Non, on vit pas pour ça. Faut revenir à quelque chose de plus essentiel et qui a plus de valeur au final. Alors, on arrive à la fin de l'interview. Est-ce qu'il y aurait une question que je ne t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose? Je pense que j'aurais bien voulu parler un peu plus du chamanisme, peut-être du côté chamanique des animaux totems, des animaux, de tout ce qui nous entoure au niveau de ces esprits-là, de la nature et autres. Ça, c'est quelque chose qui me touche vraiment beaucoup et qui est très intéressant. Mais on a tout le temps, peut-être une autre fois, d'en parler. Pourquoi pas? D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter avant que moi j'ai quelque chose à te proposer pour terminer? Moi, tout ce que j'ai à transmettre, c'est que chacun doit trouver, en tout cas, cet espace du cœur qui est déjà présent, de le retrouver, de s'y reconnecter pour être bien avec soi et avec le monde, et d'être soi-même tout le temps, de vous écouter, écoutez-vous, écoutez cette petite voix. Je pense qu'elle est hyper importante, cette petite voix de l'âme, hein, parce qu'il y a la magie des guides spirituels, et puis il y a notre âme à nous qui agit, la magie de l'âme. Il y a notre âme aussi qui communique énormément d'informations. Hein. Donc soyez à l'écoute, écoutez votre petite voix intérieure, voilà ce que j'aimerais dire aux personnes. Et que si elles ont du mal peut-être à l'entendre totalement, que ça se travaille aussi. Et d'être en confiance avec cette petite voix, ouais. Pour finir, moi j'aimerais bien te proposer, tu te souviens les portraits chinois? On faisait peut-être quand on était plus jeune, quand on était enfant, si tu étais une fleur. Tu te souviens de ce jeu-là, hein? Non? Pas tellement. Alors, si je te demandais si tu étais un plat, alors ça tombe bien, parce que c'est bientôt l'heure d'aller manger, n'est-ce pas? Si tu étais un plat, lequel serais-tu? Moi, je dirais des spaghettis. Des spaghettis, ah bah tiens, on parlait d'Italie tout à l'heure. Ouais, mais clairement, ouais. Ouais, des spaghettis, moi, ça me va. D'accord. C'est ce que j'aime le plus, et puis c'est un peu les influences que j'ai eues depuis très longtemps, donc ouais. Soyons spaghettis. Si tu étais un livre? Si j'étais un livre, je serais clairement un livre qui m'a beaucoup marqué et que je recommande. C'est Le Guerrier Pacifique de Dan Millman, qui m'a énormément bouleversée, qui est un très très beau livre initiatique. Si tu étais un dicton? Ou une devise? Ou un proverbe? Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Je le connais pas par cœur, je sais pas si je vais bien le dire, mais il y a Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Ouais. Celui-ci, je l'adore, mais je trouve qu'il est tellement vrai, en fait. Parce que dans ce monde de paraître où on essaye tous de devenir quelqu'un, est-ce qu'on n'est pas un peu fatigué de ça, quoi? Mais soyez vous-même, quoi, ça sert à rien. Il y a que ça qui marche en plus dans la vie, hein, c'est d'être soi-même, hein. Quand c'est pas fluide, revenons à ça, soyons nous-mêmes. Si tu étais un film? Alors ça, si j'étais un film... Mon film préféré, c'est Les Mémoires d'une geisha. Ah oui. Et j'adore ce film, il me touche énormément. Et pareil, là, c'est au niveau spirituel que je suis très touchée par l'Asie. Il y a vraiment une grande reliance avec l'Asie, et je me suis souvent vue et ressentie très reliée à l'époque des geishas, hein, qui étaient des artistes, hein, qui n'étaient pas autre chose que ça à la base, que des artistes. Et je suis très touchée par ce monde et cette époque-là, des geishas, et qui je trouve était magnifique, et qui avait tout un art d'être très 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 beau, et par lequel je pense être très reliée. Moi. Certainement, peut-être ai-je vécu une vie à cette époque ou autre qui me touche beaucoup. Et si tu étais un super-héros ou une super-héroïne, qui serais-tu? Si j'étais un super-héros ou une super-héroïne, pas vraiment de super-héros, de super-héroïne en tête. Peut-être des personnes qui m'inspirent. Est-ce qu'il y en a une que tu aimerais nous partager? Je sais pas spécialement super-héros, super-héroïne. Je cherche. Peut-être n'y en a-t-il pas. Il semble que ce soit la question piège à chaque fois. Ouais, super-héros, super-héroïne, c'est vrai, ça bute un peu là-dessus. Mais peut-être on peut en rester là. Ouais. Ben écoute, je pense qu'on est tous des super-héros et des super-héroïnes, pour moi. C'est à nous-mêmes d'être notre super-héros et notre super-héroïne. Et je pense qu'au final, chercher à l'extérieur ce qu'il y a déjà à l'intérieur. Wow. On peut être inspiré par beaucoup de personnes, mais c'est vrai que comme ça, j'ai pas globalement.
Mais soyons notre propre super-héros, notre propre super-héroïne, peut-être. Eh ben, très bien. Voilà. Merci Iris pour ta participation. De rien. Et merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que le parcours de la petite voix d'Iris vous aura inspiré. N'hésitez pas à la contacter directement sur ses réseaux. Vous trouverez tous les liens pour la contacter dans la description de cet épisode. À bientôt! J'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode, abonnez-vous à mon profil sur LinkedIn. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.